Merci beaucoup. Au nom de l'IFC, je m'appelle Mélanie et j'ai donc développé cette trousse d'urgence pour les urgentistes VBG afin de pouvoir prévenir la violence avec les femmes et les filles en situation d'urgence aiguë. Cette ressource a été développée avec le soutien généreux du Bureau de l'aide aux catastrophes à l'étranger des États-Unis, en réponse à un manque de directives mondiales disponibles pour la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et donc, cette ressource a été développée vraiment avec l'objectif de pouvoir doter les praticiens, membres du secteur VBG, avec les connaissances nécessaires pour comprendre vraiment les stratégies et le pourquoi de la prévention et comment justement l'appliquer de manière très concrète avec les femmes et les filles, même dès les premières instances d'une urgence. Et donc ça, c'est l'élaboration d'Émancipé, la théorie du changement du projet de développement que j'ai donc pris en charge et qui vraiment cherche donc à nous équiper tous avec les capacités justement de pouvoir vraiment mettre en place des programmes de prévention solides, non seulement pour ces donc 12 premières semaines d'urgence qu'on classifie comme la phase aiguë, mais également pour vraiment pouvoir ensuite créer un lien plus fluide entre notre programmation dans les premières phases d'urgence avec un lien plus fluide donc avec les phases antérieures d'une réponse humanitaire. Euh, Souvent, où justement on voit qu'il y a un écart, surtout au niveau de de la programmation de prévention, entre les différentes phases humanitaires qu'on a jusqu'à présent eu du mal à rejoindre. Et donc, cette ressource cherche justement à pouvoir combler cet écart et créer un lien beaucoup plus fluide dans notre programmation de prévention. La ressource donc, a été élaborée sur vraiment trois composantes également essentielles. Donc, j'ai eu des entretiens clés avec de nombreux et divers membres du secteur VBG, tant des spécialistes au niveau mondial, tant des spécialistes vraiment en matière de prévention, tant que des urgentistes sur le terrain, et à nouveau avec une représentation de tous les degrés différents d'expérience dans l'humanitaire. Ces entretiens ont vraiment beaucoup aidé à définir justement ce qu'on verra ensuite dans le cadre stratégique qui, en termes de pratiques réellement importantes. Et cette stratégie a également été élaborée sur une étude documentaire de programmation tant fondée sur des preuves rigoureuses que vraiment basée sur toutes les expériences écrites qu'on avait qui étaient axées sur les résultats. Donc vraiment beaucoup plus au niveau de l'expérience du secteur sur plus de 20 ans dans l'humanitaire, ainsi que le retour d'expérience sur l'utilisation de ces outils en temps réel dans une situation d'urgence aiguë. Et, et ceci se faisant avec notre équipe au Yémen, qui à l'époque où cette ressource était en train de se développer, répondait à des LAE dans une nouvelle situation de déplacement. Et donc, ces outils ont été utilisés pour justement arriver à ce que je vous présente aujourd'hui. La ressource émancipée cherche à démontrer que si la mise en place des services d'intervention est et doit être la priorité, il existe des éléments fondamentaux de la programmation de la prévention qui peuvent également être mis en œuvre pendant la phase aiguë. Mais cela nécessite de repenser ou de recadrer ce que peut être la prévention dans les situations d'urgence.
il faut vraiment, pour ce faire, pour recadrer ou pour, redéfinir, il faut vraiment s'inspirer des principes féministes qui sont à la base de notre programmation, pour concevoir et mettre en œuvre des programmes, de sorte à ce que le comment soit aussi important que le quoi. Donc, de manière à ce que vraiment on remette l'emphase sur le processus de notre programmation de manière tout aussi importante que les résultats. Si nous faisons ceci, on arrive justement à repenser et à remettre réellement la possibilité d'une programmation qui va être transformatrice du pouvoir, parce que c'est en se faisant qu'en fait, on est en train d'amener les femmes et les filles déjà dans cette voie d'émancipation et de participation. Et donc, émanciper consiste de composantes, donc d'un cadre stratégique que je vais vous présenter, qui réellement est donc basé sur justement euh, les entretiens et une recherche documentaire, liant nos plus de 20 ans communs d'expérience en tant qu'un secteur VBG et bien sûr des preuves rigoureuses sur ce qui fonctionne en termes de programmation. Mais ce cadre stratégique est vraiment pratique, car on sait que les urgentistes n'ont pas beaucoup de temps sur le terrain pour mettre en place à partir de zéro des programmes et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, en plus de lire des documents, de se poser les questions de comment ensuite les mettre en action. Et donc ce cadre stratégique propose déjà des actions très concrètes et très spécifiques à cette phase d'urgence aiguë, ainsi que 5 outils vraiment pratiques qui vont permettre de vraiment lancer dans les 12 premières semaines les activités de prévention, de manière à ce que ça ait un résultat non seulement dans ces 12 premières semaines, mais que ce soit à nouveau quelque chose qui soit au bénéfice de la programmation qui viendra par la suite. Et donc, Émanciper souligne des stratégies essentielles, séquencées de façon à ouvrir la voie vers la prévention. Et ça, c'est vraiment très important de redoter la capacité aux urgentistes de pouvoir ouvrir la voie et non pas de la repousser à une phase antérieure, euh, car c'est réellement important de commencer dès les premières semaines. Elle met vraiment l'accent sur donc, le processus et l'approche de la programmation plutôt que sur les résultats, parce que la redevabilité envers les femmes et les filles et leur autonomisation, émancipation, dans la détermination, la conception et la mise en œuvre de la programmation sont des éléments essentiels en eux-mêmes sur la voie de la prévention. Et donc, vraiment, c'est ça, si vous voulez, la façon ou l'optique de cette ressource, qui propose de revoir comment nous pensons la prévention dans ces phases urgentes. Et donc, ce cadre stratégique, chose que nous allons voir ensemble, représente donc, il y a la définition de la prévention avec l'optique féministe et justement une vue sur le processus de mise en place de programmation, avec des principes directeurs et des approches de la prévention qui vraiment représentent donc nos approches ces 20 dernières années et qui sont réellement essentielles tant dans notre travail en général. Donc, c'est des principes qui sont communs à notre travail en général, que souvent on associe à la réponse, mais qui sont tout aussi importants pour la prévention. Et donc, nous allons les voir justement comment ils se déclinent justement dans cette phase urgente pour vraiment spécifiquement dans une programmation de prévention, ainsi que les approches à la prévention en situation d'urgence. Donc,
en revoyant les 4 approches générales qu'on a en tant que secteur, envers la VBG, et comment justement elles s'appliquent spécifiquement, en situation d'urgence. Et comme je vous le disais, ce cadre stratégique ne reste pas au niveau seulement théorique, mais propose 6 étapes très concrètes pour une programmation dans les 12 premières semaines d'une urgence. C'est donc accompagné avec des outils pratiques qui visent réellement à donc transférer le pouvoir aux femmes et aux filles, j'entends bien, qui réellement mettent en place une approche intersectionnelle dont on parle souvent, mais dont on n'a pas suffisamment d'outils qui réellement les mettent cette approche en marche. Ils soutiennent une pratique de redevabilité parce qu'ils intègrent réellement la voix et l'analyse des femmes et des filles, et ils encouragent l'action collective et la solidarité parce que, comme vous allez le voir, ce qu'on propose, c'est justement des discussions non rapides et non et vraiment plus donc des conversations qui vont se bâtir les unes sur les autres, et donc une manière de justement de pouvoir discuter et analyser avec les femmes et les filles sur plusieurs semaines, qui est aussi la base de tout pouvoir, de toute programmation, pardon, euh, qui autonomise les femmes et les filles. Souvent, ce sont des conversations qui sont facilitées en groupe et qui permettent vraiment à construire une solidarité et une compréhension commune des expériences qui sont individuelles, j'entends bien, mais également qui ont cet élément commun. Et donc, à travers ces outils, on arrive également à participer justement à cet aspect-là d'action collective. Le cadre stratégique, donc, commence par vraiment définir la prévention et à nouveau se repose non seulement sur l'IRT ou ma propre création, mais réellement est représentatif du secteur VBG, hein. Et donc, ce qui est très, très clair, c'est que, si vous voulez, dans le cadre de définir la prévention dans un cadre de santé publique, c'est vraiment l'absence de violence. Mais l'élément très important pour les acteurs de VBG dans la définition de la prévention est que ce n'est pas seulement l'absence de violence, mais l'expansion du pouvoir des femmes et des filles qui est réellement essentielle. Cette égalisation du genre et donc justement du pouvoir entre les genres. Et donc l'optique féministe vraiment souligne le fait qu'il est réellement essentiel de pouvoir euh, éliminer les conditions systémiques qui permettent la violence à l'égard des femmes et des filles, et ce faisant en adressant tant bien les facteurs de risque avec l'approche socio-écologique et intersectionnelle pour l'analyse du pouvoir basé sur le genre, et en même temps vraiment adresser les causes sous-jacentes de cette inégalité des genres. Et c'est là où souvent il y a eu une dissociation de la prévention dans les phases aiguës, parce que la programmation en général humanitaire n'adresse pas les causes sous-jacentes, elle adresse justement l'urgence. Et de ce fait, il y a eu un peu une dissociation par les équipes VBG de leur rôle dans la programmation de prévention, également parce que effectivement la réponse pour les survivantes et l'action vraiment primordiale pour notre programmation en urgence et surtout dans les situations aiguës. Et donc, si vous voulez, c'est là où le cadre stratégique reconnaît qu'effectivement, la prévention doit adresser les causes sous-jacentes, mais propose justement qu'on recadre comment, jusqu'à présent, on voyait une dissociation. Et en fait, ceci en se faisant par
réellement regarder le processus, dans le sens que si l'on parle d'inégalité du pouvoir comme étant à la base ou les causes sous-jacentes de la violence, si les praticiens commencent avec la reconnaissance de leur propre pouvoir sur les femmes et les filles, et s'ils décident justement de proposer des manières plus égalitaires de concevoir et de mettre en place des services avec les femmes et les filles plutôt que pour les femmes et les filles, de ce fait, il y a déjà un changement qui se fait au niveau structurel. Et ça, c'est très important parce que ça prouve qu'il peut y avoir donc une transformation du pouvoir qui se fait déjà dans les crises, dans les situations de crise. Euh, et les facteurs de risque et les facteurs protecteurs que l'on adresse souvent et dont on a beaucoup plus l'habitude d'articuler, qui comprennent les services de réponse, la réduction des risques et l'autonomisation, vont continuer à faire partie de la programmation. Mais réellement, c'est en ça que l'on redéfinit, que l'on recadre la prévention en situation d'urgence. C'est vraiment en reconnaissant que le cheminement commence avec les équipes et que si les équipes font ce cheminement dès les premiers instants d'une réponse humanitaire, alors on commence déjà la voie de transformation du pouvoir et donc de prévention. Il y a donc d'importants défis, cependant, qui sont importants à reconnaître. Et ça, c'est vraiment aussi ce qui est ressorti de la revue documentaire disponible. Donc, les données liées aux études et à la recherche démontrent que la prévention est possible en situation humanitaire, mais d'importants défis existent. Et ces défis existent à deux niveaux. Ils existent au niveau du contexte en lui-même, qui est un défi important. Et il y a aussi des défis techniques qui sont importants à prendre en compte. Alors, je vais moins parler de ceux liés au contexte parce que je pense que en les voyant là, vous allez très bien les assimiler. Et je vais juste passer un peu sur les éléments techniques. La programmation de la prévention est souvent définie de manière restrictive déjà, donc ce qui limite à une approche de type catégorique qui met l'emphase sur la réduction des risques ou les stratégies de prévention primaires liées à un programme de plus à long terme. Donc, pour être clair, c'est là où il y a cet écart qui se crée. C'est que souvent, on pense que c'est soit seulement une sensibilisation et coordination avec des acteurs d'autres secteurs, soit on passe carrément à un changement de comportement ou un changement de normes structurelles qui est sur le long terme. Et donc, il y a peu de place justement pour la programmation vraiment dans ces situations d'urgence. Mais souvent, en plus, ce qui nous a été compliqué, c'est que la sensibilisation, euh, la sensibilisation de la manière dont on le fait, et j'en suis également coupable auparavant quand je mettais en place des programmes. C'est-à-dire que souvent, on a mis en place des stratégies de sensibilisation pour pouvoir atteindre des chiffres de personnes, nombre de personnes sensibilisées dans la communauté, dans un délai très, très court, et de manière avec des outils de discussion très monologues, enfin, qui ne permettent vraiment pas la discussion et la réflexion
du groupe, mais qui souvent a tendance à donner des leçons ou à donner les messages plutôt que de les faire vraiment réfléchir et ressortir par la communauté elle-même. Et ces approches ont été démontrées comme étant d'aucune efficacité. Et ça nous peine dans le sens que, de ce fait, on a une approche qu'on utilise qui n'est pas efficace. Et il est important de le reconnaître parce que on peut, justement, à travers cette ressource, montrer qu'il y a d'autres manières de faire de la prévention qui peut être efficace, mais ça nous demande de justement reconnaître le défi, reconnaître nos propres échecs jusqu'à présent et de pouvoir justement les recadrer. En même temps, on a souvent dans notre domaine donc un manque de compréhension des multiples théories du changement de comportement. Et donc le changement de comportement, il est important pour justement relier quelque part notre programmation à travers les différentes phases et aussi de regarder avant tout le changement de comportement au niveau de nos propres équipes, car ne pas se focaliser sur nos propres équipes avant d'entamer un changement de comportement chez les autres n'est pas logique, si vous voulez. Et souvent, c'est quelque chose on ne prend pas justement suffisamment le temps de faire. Et il y a souvent aussi, on utilise de manière interchangeable le changement individuel et le changement de normes. Le changement de normes qui est donc au niveau de la communauté, au niveau des structures et le comportement individuel qui est propre à chacun. Et donc, ces défis techniques ont fait que, justement, encore plus, souvent, la programmation de prévention a été dissociée de cette phase en situation aiguë. Et c'est important que le cadre stratégique le reconnaisse et l'explique justement pour qu'ensuite ça puisse équiper les équipes et les urgentistes avec la connaissance nécessaire pour changer notre façon de concevoir la programmation de prévention et la redéfinir avec les femmes et les filles d'une manière beaucoup plus solide et réfléchie. Et donc, on y reviendra dans les approches de prévention. Mais ce qui est important aussi de prendre en compte, il y a les défis, mais il y a aussi des pratiques exemplaires qui représentent les principes de prévention. Et je vais vous les donc présenter. Il y en a 8 au total. Et donc, vous allez voir qu'ils reconnaissent aussi donc, les principes plus larges pour notre programmation, y compris avec la réponse, dont la priorité à la sécurité et le bien-être des femmes et des filles doit être la chose la plus importante que l'on soutienne. Il est important d'utiliser une analyse intersectionnelle basée sur le genre et le pouvoir. Et on en parle souvent au niveau de la programmation en général de la VBG, mais réellement, c'est essentiel pour toute programmation en prévention, parce que c'est justement les stratégies de prévention qui vont être définies sur cette analyse, sur justement cette analyse de qui détient le pouvoir, comment le pouvoir est distribué, qui en bénéficie, qui n'en bénéficie pas, et de manière à réellement aussi reconnaître qu'il y a des inégalités qui se superposent pour différentes femmes et filles, qui font qu'elles n'ont pas la même expérience du pouvoir ni de la violence. Et donc ça, c'est très essentiel pour toute programmation de prévention. Comme on le disait plus tôt, cette approche de recadrer et de redéfinir la prévention
implique une reconnaissance qu'il est essentiel de commencer par soi-même. Donc il est vraiment important de commencer par les équipes, que les équipes reconnaissent leur pouvoir en tant que, travailleurs humanitaires dans un système fondamentalement inégal, et de prendre conscience de ce pouvoir et de démontrer qu'il peut être utilisé autrement pour justement, soutenir, les femmes et les filles, avec les femmes et les filles. Et donc, ça, c'est un principe qui est vraiment clé, pour la prévention. Ça aide justement, en faisant ceci, à vraiment ensuite pouvoir centrer les voix, le pouvoir et la capacité d'action des femmes et des filles au centre de notre programmation. Hem, En plus de savoir utiliser, une approche, intersectionnelle pour une analyse du pouvoir, il est réellement important ensuite que la définition, des stratégies de prévention et leur mise en œuvre reconnaissent, et puissent engager, et être redevables envers les femmes et les filles qui subissent de multiples formes de discrimination. Car si, on en revient à notre définition de prévention, qui est vraiment de non seulement éliminer, les actes de violence dès le départ, mais en plus vraiment d'élargir le pouvoir des femmes et des filles, ceci ne peut pas se faire si nous ne reconnaissons pas, euh, de manière spécifique dans notre programmation, des actions pour justement faire en sorte que toutes les femmes et les filles puissent, bénéficier. Euh, et ceci peut que se faire en reconnaissant des actions spécifiques qui vont adresser les multiples formes de discrimination que différentes femmes et filles, dans la communauté, subissent. Il faut également refléter le contexte spécifique, et ceci est important tant au niveau bien sûr, de comment, les activités vont être, décidées, mais également de reconnaître l'importance que ces activités, ont lieu dans ces donc 12 premières, semaines d'une urgence, et de reconnaître les défis qui sont liés à ça, ainsi que la nécessité de mettre en place d'autres éléments de programmation avant, telle que la réponse. Et donc, c'est réellement important aussi pour recadrer les attentes de ce qui est réaliste, OK, de ce qui est faisable dans ces 12 premières semaines. Il est aussi important de travailler en solidarité avec des organisations, des activistes et des leaders, des droits de femmes. Et ça peut être tout autant, pour, la prévention, car c'est elles qui vont pouvoir nous donner réellement, les connaissances et le savoir sur ce qui se passe déjà, sur place. Alors, effectivement, nous apportons notre savoir en tant qu'urgentiste, de comment fonctionner dans une situation d'urgence, euh, qui interrompt, euh, la continuité des efforts. Mais, euh, il est important pour nous de ne pas oublier que ce sont eux qui détiennent réellement la connaissance, du contexte, et qui vont pouvoir justement, et qui le continueront bien après que nous ne soyons plus là. Et donc, il est réellement important aussi de se situer par rapport à ces organisations et de pouvoir réellement les aider afin que l'urgence, interrompe le moins possible, leurs actions, et que justement nos actions, viennent vraiment en complément, de qui est déjà en train de se faire sur place. Tout ça afin de ensuite, notre dernier principe est réellement de pouvoir engager les communautés de manière significative, créative et dynamique, voulant dire que nous arrêtons, ces sensibilisations qui ne servent à pas grand-chose, autre que prendre un contact avec, les membres de la communauté, et qui réellement se recentre, justement sur la réalité qu'il faut engager les femmes et les filles avant de se lancer dans la communauté, qu'il faut qu'on s'assure de bien comprendre, et d'avoir une bonne analyse du pouvoir
afin de pouvoir mieux engager les communautés et qu'il nous faut aussi le temps pour pouvoir développer justement ces mécanismes de communication qui vont être beaucoup plus dynamiques et qui vont de ce fait, parce qu'ils seront dynamiques et amèneront la communauté à discuter et à réfléchir aux solutions, sera beaucoup plus inscrite dans l'optique de pouvoir changer des comportements. Alors, donc, en prenant donc notre définition, en regardant les défis importants, tant du contexte que technique, et en se basant sur donc nos 8 principes fondamentaux, il y a 4 approches à la prévention que nous utilisons et qui souvent, dans notre manière d'articuler notre programmation, est souvent absente. Je m'explique. Souvent, nous parlons de deux branches, de réponse et de prévention, euh, à travers les phases humanitaires. En phase de situation d'urgence, on parle souvent d'atténuation des risques et de réponse. Et en fait, ça nous limite aussi au niveau des actions et des stratégies qui sont à notre disposition, même en situation d'urgence, pour notre programmation. Et donc, ce qui est important de reconnaître, c'est que l'autonomisation des femmes et des filles, qui souvent est un peu la troisième branche de notre programmation, ou vue comme étant la troisième branche, est réellement une approche de prévention. Et donc, on verra chacune de ces approches après. L'atténuation des risques, qui est souvent ce qui est le plus associé à cette phase d'urgence, est effectivement aussi une approche de prévention. Il y a aussi la dissuasion et la redevabilité. Et ça, je pense que c'est des approches que nous avons beaucoup plus au niveau du secteur humanitaire en général ces dernières années. Et il y a également le changement donc à long terme des comportements et normes qui, en fait, on le verra et on le propose dans le cadre stratégique comme n'étant pas pertinent pour justement cette phase d'urgence. Donc, l'autonomisation des femmes et des filles, c'est une approche à la prévention parce que ça a un impact à la fois sur le court terme et sur le moyen ou long terme, lorsqu'ils sont combinés à d'autres approches. Dans le sens que l'autonomisation des femmes et des filles, que ce soit à travers des moyens économiques, que ce soit à travers des moyens plus d'expression ou de place au niveau de discussion ou de décision communautaire, que ce soit en participant à des activités de groupe dans nos espaces sûrs, tout ceci travaille sur l'autonomisation des femmes et des filles et ça a un impact sur le court terme dans le sens que ça appuie des facteurs protecteurs qui vont diminuer justement les risques de violence. L'autonomisation des femmes et des filles est aussi vraiment le fondement de tout autre travail de prévention parce que c'est en soi cet élément qui cherche à élargir le pouvoir des femmes et des filles et donc de réduire cette inégalité qui est donc le pilier du travail de prévention. L'atténuation des risques, je pense que c'est réellement la programmation ou l'approche la plus commune que nous avons. Euh, et, euh, et particulièrement dans nos programmations en urgence, euh, parce que l'atténuation des risques réellement met en place des mesures qui visent à rendre plus difficile euh, les hommes et que les hommes et les garçons commettent des actes de violence. Mais ça ne s'adresse pas à la cause sous-jacente de la violence, ça n'adresse pas l'inégalité, mais ça va adresser les risques immédiats, comme justement mettre des clés et des cadenas sur les latrines, ou bien de s'assurer que les femmes et les filles
ne marche pas seul la nuit. Bref, il y a un nombre de stratégies, vous les connaissez tout aussi bien que moi, qui vraiment atténuent les risques, mais qui n'adressent pas les causes sous-jacentes. Alors, il est important de dire aussi que toutes ces approches ne seront pas utilisées dans la même mesure dans une situation d'urgence. Euh, mais que ces approches font partie de la programmation de prévention, y compris en situation d'urgence. La troisième, qui est aussi pertinente dès le départ de notre programmation, est au niveau de la dissuasion et de la redevabilité. Donc, il y a des actions qui sont, comme je le disais, vraiment plus au niveau humanitaire, coordonnées. Je pense surtout à tout ce qui est au niveau de la dissuasion de l'abus sexuel parmi le personnel humanitaire. Mais il y a aussi d'autres actions qui peuvent être liées à la dissuasion et à la redevabilité qui sont au sein même d'une équipe de VBG. Et donc, ces actions sont généralement destinées à créer un changement à court ou au moyen terme. Et ces stratégies, elles freinent les comportements basés sur des facteurs de motivation externes, voulant dire que ça n'est pas un changement réellement de comportement, mais c'est réellement pour dissuader certains comportements. Dans ce sens-là, ça n'adresse pas non plus réellement les causes sous-jacentes, en tout ce qui est en termes de dissuasion. Alors qu'au niveau de la redevabilité, il y a cette première étape. Et ces éléments de redevabilité commencent, comme on le disait plus tôt, avec vraiment la manière dont les équipes de VBG, par exemple, reconnaissent leur propre pouvoir et décident déjà à la conception et à la mise en œuvre et au suivi des programmes, de réellement engager les femmes et les filles et de prendre en compte leurs opinions et leurs retours sur la programmation. Et ça, déjà, c'est un élément très fondamental pour commencer à transformer en profondeur les inégalités du genre et du pouvoir. Et donc, il y a à nouveau des stratégies très pratiques qui peuvent mettre en place cette approche de prévention déjà dans les premières semaines d'une réponse. Et le cadre stratégique, je dois vous le dire, donne des exemples très pratiques et très courantes de comment ces approches et comment ces principes sont mis en place tous les jours dans notre programmation, de façon à ce que, à nouveau, ce ne soit pas un document qui reste réellement de manière théorique, mais qui appuie réellement un lien avec la pratique des urgentistes. La dernière approche de prévention qui est dans le cadre stratégique, c'est le changement de comportement et de normes à long terme. Et c'est important de le souligner pour que les urgentistes le comprennent et comprennent pourquoi ce n'est pas faisable en situation d'urgence. C'est l'approche qui réellement vise à réduire la violence en s'attaquant vraiment aux causes sous-jacentes de la violence. Et donc, ils incitent les membres de la communauté à modifier leur comportement et à choisir la non-violence à travers un processus et un engagement qui doit être sur une certaine période de temps et qui vraiment vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que à travers leur participation, eux-mêmes vont décider de changer leur comportement. Eux-mêmes vont prendre la responsabilité pour leur comportement et décider de le changer. Et ensuite, ça permet aussi, en parallèle, à ce qu'il y ait un remplacement des normes néfastes par de nouvelles normes positives qui encouragent la non-violence. Ce n'est pas un élément de programmation qui peut se faire en situation d'urgence parce que les structures ne sont pas stables, la population est souvent elle-même en déplacement et donc cette capacité de pouvoir réfléchir, se remettre en question et décider d'être autrement
est trop difficile et juste tout simplement n'est pas la priorité dans une situation où on cherche avant tout à survivre et à subvenir à nos besoins primaires. Et donc, c'est important de reconnaître cette réalité parce que ça nous permet de pouvoir à nouveau être plus honnête avec ce qui est faisable et non faisable au niveau de cette phase d'urgence en tant que résultat de programmation. Ça ne veut pas dire, tout autant qu'il n'y a pas des éléments très importants de prévention qui ne peuvent pas être mis en place déjà, mais ça nous demande de justement recadrer les attentes par rapport à la programmation euh, et d'en être fier. Euh, Parce que je pense que c'est ça aussi qui a souvent fait plus ou moins du mal, c'est d'associer la prévention seulement à ce changement de comportement et de normes à long terme, et qui fait que donc tout autre résultat semble inimportant, alors que ce que cette ressource cherche à dire, c'est que justement, il y a tellement d'éléments essentiels pour arriver justement à pouvoir faire ceci. Et si nous faisons déjà les 3 autres approches avec réellement cet engagement du personnel VBG qui se remet en question, ils pourront tout autant mieux, dans des phases antérieures, pouvoir mettre en place ce changement de comportement et multiplier les résultats parce que le travail de fond déjà aura été fait. Et de ce fait, là où on cherchait à combler l'écart de programmation avec une programmation, en fait, on réalise que ce n'était pas un manque de programmation, mais c'est réellement de remettre l'emphase sur l'approche qui soit tout aussi importante que le résultat ou que la programmation que nous mettons en place. Alors, je sais que c'est un peu lourd tout ceci. Et donc, justement, de la même façon, le cadre stratégique se termine par réellement mettre en place donc ce qu'on entend par la définition, par ces principes et par les approches. Comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce que dans les 12 premières semaines, est-ce on commence donc cette prévention, cette programmation de prévention? Et donc aussi de façon à situer cette ressource parmi les autres ressources et les autres cadres que nous avons en tant qu'un secteur VBG, ces étapes permettent de le situer. On répète donc de manière très importante qu'il sera et il restera toujours important de s'assurer que les systèmes de réponse et de référencement soient mis en place avant de commencer les activités de prévention. Et donc, ce que cette ressource souligne, c'est que ça restera la priorité des urgentistes de mettre en place, avant tout, dans ces 12 premières semaines, leur système de réponse. Et c'est là important aussi de donc, reconnaître le contexte, de reconnaître la priorité pour cette programmation, qui de ce fait fait qu'il sera moins possible d'atteindre des résultats au niveau de la prévention dans les 12 premières semaines et que ça doit être quelque chose que l'on accepte, non? Et ceci pour réellement essayer d'aider les équipes à pouvoir aussi plaidoyer auprès des bailleurs pour qu'il y ait réellement une compréhension de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable dans ces 12 premières semaines. Ceci dit, il est possible de réellement commencer des étapes importantes et donc elles sont soulignées dans les étapes, les 5 prochaines étapes qui contiennent aussi donc un processus de réflexion et de formation pour le personnel et les bénévoles de l'équipe VBG afin de transformer les dynamiques de pouvoir.
Ça, c'est vraiment important, à nouveau, avant de s'engager avec les familles et filles, avant de s'engager avec les membres de la communauté ou en parallèle. Mais c'est réellement important de commencer dans ces 12 premières semaines ce système. Donc, on recrute le personnel, ça c'est évident. On est en train de mettre en place une équipe. Il est très important à ce moment-là de commencer à entamer ce processus systématique, ok, et continu de réflexion. Donc, ça va être composé de formations qui font partie justement de la formation du personnel, mais également de mettre en place, en tant que superviseur, un temps régulier pour justement regarder comment le personnel réfléchit leur pouvoir, réfléchit à leur engagement par rapport à la communauté et comment ils se comportent et ils se soutiennent à utiliser ce pouvoir de manière à, à vraiment centrer la voix des femmes et des filles. Euh, c'est aussi le moment où il va falloir se renseigner sur ce qui se passe au niveau de la violence directement auprès des femmes et des filles, y compris auprès des leaders de communauté et des mouvements de femmes. Et donc, ce qu'on est en train de dire par là, et les outils le concrétisent un peu plus par la suite, c'est, c'est-à-dire que souvent, donc, on va commencer par des évaluations rapides. Ces évaluations rapides sont importantes et doivent être mises en place pour informer aussi les systèmes de réponse que nous allons mettre en place avant tout. Et ensuite, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça fait partie de la programmation de continuer ces discussions et ces évaluations pour la programmation de prévention et qu'on ne peut pas réellement créer ou élaborer une stratégie de prévention solide sur l'évaluation rapide. Ça ne nous permet pas de réellement analyser, de comprendre de manière intersectionnelle, de la manière à faire ressortir les causes sous-jacentes de l'inégalité ou les manifestations de cette inégalité. Et donc, ce qu'on est réellement en train de dire aussi, qui change notre manière de concevoir la programmation de prévention, c'est que les premières étapes d'une programmation doivent se concentrer sur des entretiens, sur des discussions participatives qui vont consister d'une analyse solide et une compréhension commune de comment la violence se manifeste dans ce nouveau contexte et que ça, en soi, fait partie des activités de prévention et que ça va justement aider à concevoir la stratégie de prévention qui sera mise en place. C'est hyper important parce que la manière dont c'est fait est participatif et donc de ce fait est une façon aussi de changer comment nous concevons et nous mettons en place nos programmes parce que c'est fait réellement avec les femmes et les filles. Ça leur donnera d'autant plus euh, euh, une, euh, un rôle et une voix dans la décision des stratégies de prévention. Ensuite, il faut aussi que pendant ces 12 premières semaines, on s'inspire justement de ces discussions pour aussi créer le contenu des programmes, y compris les supports de communication efficaces qui peuvent être faits par nous-mêmes ou en travaillant avec des artistes locaux, mais réellement qui vont être plus dynamiques. Et à nouveau, c'est un rappel que ça prend du temps, que c'est un effort et que ce n'est pas un effort ou une étape qui doit être vue comme étant supplémentaire ou en dehors de la programmation. Il faut qu'on l'intègre également réellement dans les activités de prévention. Euh, en tant qu'activité à part entière. Parce que si, à nouveau, la façon dont on le fait est de manière participative et engage les femmes et les filles, alors ça commence à nouveau à changer la distribution du pouvoir et la manière dont on fait notre programmation. Et de ce fait, ça devient une partie du programme.
Et il y a cette sixième étape qui est celle qui ne change pas, qui est souvent dans notre programmation, qui est au niveau de la réduction des risques, qui est réellement donc de coordonner avec notre propre secteur, mais aussi avec les autres secteurs pour réellement réduire les risques qui sont, que les femmes et les filles encourent, qui seront basés justement sur ces discussions que nous avons avec les femmes et les filles, qui reflètent réellement une compréhension du contexte et de comment ça s'applique au niveau de la sécurité et des risques de violence pour les femmes et les filles. Donc voilà, les 6 étapes que l'on propose pour les 12 premières semaines d'une urgence. Ça a été également informé par notre équipe qui a donc développé, qui développait leur réponse pardon, face à une urgence au Yémen et qui s'inscrit donc dans ce qui est faisable dans ces 12 premières semaines d'une urgence aiguë. J'ai bientôt terminé. Le dernier élément que je voulais partager avec vous est donc un aperçu des outils. Et donc, on cherche réellement à travers cette ressource de manière très pratique à soutenir les équipes à pouvoir mettre en place justement ce qui est contenu dans le cadre stratégique. Et donc, nous proposons 5 outils. Alors, il est important de dire que ces outils peuvent être utilisés en conjonction avec des outils d'évaluation qui existent déjà ou ils peuvent être utilisés seuls. Ces outils ne sont qu'un début, si vous voulez. Je pense qu'avec avec le temps, il sera intéressant de voir quels autres outils pourront être rajoutés par notre secteur à cette ressource. Mais si vous voulez, ces 5 outils proposés déjà offrent des manières très concrètes de mettre en place donc ces principes et nos approches de prévention. Et donc, il y a 2 outils d'évaluation. Donc, d'évaluation qui, je le répète, font partie des activités, en fait, seront vues comme faisant partie intégrale des activités de prévention parce que ces outils d'évaluation, comme je le disais, ne remplacent pas les discussions de groupe que nous allons avoir avec nos outils d'évaluation rapide. Une fois qu'on a nos services de réponse en place, une fois qu'on a nos espaces sûrs en place, on va commencer à utiliser ces 2 outils. Et c'est important parce qu'on aura déjà établi un rapport avec des familles des filles, on aura déjà des familles des filles qui viennent plus ou moins régulièrement, mais qui viennent participer. On va pouvoir justement avoir des discussions participatives centrées sur les femmes. Et donc cet outil de discussion offre plus de 6 heures de discussion avec les femmes et les filles pour réellement effectuer une analyse du pouvoir basée sur le genre et de manière intersectionnelle. Et qui va vraiment permettre à une équipe VBG de comprendre en utilisant le modèle socio-écologique comment les expériences de violence sont vécues par les femmes et les filles, comment elles le perçoivent leur sécurité et comment cela change selon les discriminations intersectionnelles auxquelles elles font face. Ça va permettre de réellement comprendre quels sont les facteurs de risque, comment ils changent pour différentes femmes et filles et aussi quelles sont les opportunités et quels sont les atouts que l'on peut appuyer. La cartographie de la sécurité également est à utiliser en parallèle et à nouveau ne répète pas la cartographie de sécurité qu'on effectue lors de l'évaluation rapide pour décider de où est-ce qu'on va mettre nos services, pour décider de nos premières interactions de coordination avec d'autres secteurs. Mais cette cartographie permet de réellement visualiser les différences intersectionnelles
de discrimination. C'est-à-dire que c'est une manière très, très visuelle de pouvoir voir comment les femmes et les filles ne voient pas toutes la communauté de la même manière, selon les différences et selon, pardon, les discriminations auxquelles elles font face. Et donc, c'est important parce que c'est un outil qui est très parlant pour ensuite avoir des discussions en tant que secteur, entre acteurs VBG, mais aussi pour tout ce qui est plaidoyer aussi plus large avec d'autres acteurs. Les 3 outils de supervision visent réellement aussi à égaliser la supervision des équipes parce que nous avons jusqu'à présent des outils qui existent pour tout ce qui est de nos équipes de réponse. Et nous n'avons pas le même nombre d'outils pour justement l'équipe de prévention. Et donc, ces 3 outils cherchent à justement équilibrer ceci. Et aussi à rappeler qu'il y a des connaissances, il existe des attitudes et des comportements qui sont importants à reconnaître aussi au niveau de notre recrutement du personnel de prévention, de manière tout aussi importante que notre équipe de réponse. Et donc, un des outils consiste d'une enquête sur les attitudes et croyances des candidats pour vraiment aider les urgentistes dans leur recrutement du personnel en posant quelques questions qui vont permettre de savoir si déjà il y a des attitudes néfastes et pour les aider dans leur choix du personnel. Il y a une évaluation des capacités individuelles qui reflète donc un outil qui est conçu pour suivre l'évaluation des attitudes et des compétences de chaque membre du personnel au cours de la participation du programme. Donc, ça sera fait dès que la première évaluation sera faite lorsque le personnel est embauché et sur des intervalles réguliers. Cette évaluation sera répétée. Ça permet aussi de discuter, de créer un format pour des discussions régulières avec le personnel. Et ça permet aux superviseurs de pouvoir justement discuter de manière objective avec tous les membres de leur équipe par rapport au comportement nécessaire, chose qui aide justement avec ce processus de réellement créer un changement, premièrement avec nous-mêmes, et de s'assurer aussi de la redevabilité envers les femmes et les filles à travers les compétences et les comportements. Il y a aussi une liste de vérification pour l'observation de l'animation et ça, c'est un outil qui vraiment cherche aussi à nouveau de manière un peu objective à créer un format de supervision. Et cet outil vraiment aussi aide de manière pratique à ce que de s'assurer de la redevabilité de nos discussions avec les femmes et les filles. Et donc, en soi, ça, c'est l'aperçu non seulement des outils, mais aussi de la ressource. Et je suis prête à prendre vos questions, à discuter en plus. Les prochaines étapes sont que la ressource sera disponible à partir de la semaine prochaine en français, en anglais et en arabe. Elle sera toujours sur gbbresponders.org. On fera passer un message, il me semble, aussi à travers la communauté de pratique. Et je sais que c'est beaucoup d'informations que je viens de vous présenter aujourd'hui, mais j'espère que c'est une ressource qui sera utilisée par nos urgentistes et qui aide justement à redonner surtout et avant tout le pouvoir à nos équipes de pouvoir effectuer une programmation de prévention réfléchie et transformatrice du pouvoir dès les premiers instants d'une urgence aiguë. Je vous remercie.